Pourquoi privilégier le vin à base de fruits locaux que ceux venus de l'étranger? Bonjour Madame, Messieurs, bienvenue dans notre émission FMECO qui braque ses projecteurs sur l'un des marchés de folle concurrence, en tout cas où il y a forte prédominance de vins importés en raison, vous le savez, du caractère extraverti de notre économie. Mais depuis près de 3 ans, Jean-Paul Mangata Ntetika s'est décidé de créer du vin à base de fruits locaux propres à la RDC, dénommé Tomela. Alors c'est lui notre invité du jour. Bonjour Monsieur Jean-Paul. Bonjour Monsieur Patrick. Alors déjà la première question, pourquoi choisir faire du vin alors qu'il en existe déjà en abondance d'ailleurs dans notre pays? Oui, pourquoi choisir de faire du vin? Parce qu'il en existe en abondance. Vous avez dit justement dans votre préambule que notre économie est extravertie. La majorité de vins, pour ne pas dire quasiment la totalité de tout ce que l'on trouve sur le marché, c'est de vins importés. Alors qu'il y a un réel besoin des consommations de vins aussi fait à base de produits. Je dois le dire qu'en 2019, on a importé à peu près plus de 230 000. Oui, voilà, exactement 220 352 bouteilles de vin et champagne. C'est vrai d'importer, mais qu'est-ce que nous on a exporté? Donc si on n'exporte pas, c'est là de dire aussi qu'on ne produit pas. Oui, alors c'est quoi l'avantage aujourd'hui de consommer un vin produit localement au détriment des autres? Je parle précisément en termes de goût, je parle en termes d'apport sur le plan sanitaire, je parle en termes de prix. Donc voilà, c'est quoi aujourd'hui l'avantage? Bon, aujourd'hui par exemple avec Tomela Wines, qui est notre entreprise qui produit de vin à base de fruits locaux, l'avantage déjà premièrement c'est qu'on a la disponibilité de notre matière première ici. Mais pour les consommateurs, il y a par exemple nos vins qui ont de vertus qualitatives et aussi des vertus thérapeutiques. Parce que par exemple, nous connaissons le vin de palme. Le vin de palme qui aujourd'hui sur le marché, il est ajouté avec de l'eau, le sucre blanc, ce qui devient nuisible et fait que les gens n'ont plus vraiment foi en ces produits. Donc nous avons décidé de produire autrement. De ne pas ajouter des sucres, de ne pas ajouter de l'eau et de ne pas abattre le palmier. Ça permet au vin de préserver ses vertus. Et par exemple, le vin de feuille d'avocatier, le feuille d'avocatier qu'on peut utiliser pour multiples usages, que ce soit le vin de Paka ou le vin de Mbile Sobé. Mais selon nos recherches, apparemment, le vin à base de feuilles d'avocat, ça a des effets aphrodisiaques. Est-ce que c'est pour cet objectif-là que vous l'avez mis en place? Soit vous avez choisi les feuilles d'avocatier. C'est pour cet objectif-là? Non, pas du tout. C'est pas parce que ça a des vertus aphrodisiaques. D'ailleurs, à part le vin de feuilles d'avocatier, et même le vin de palme aussi, la sève de palmier en soi a de vertus aphrodisiaques. Bon, ce n'est pas ça qu'on met en mais avant. est-ce qu'on peut en consommer pour ces raisons, pour ces fins? Oui, mais seulement si par exemple on y rajoutait d'autres compléments alimentaires pour renforcer cet effet. Vous voyez, donc l'effet est là, mais si on veut que ça soit consommé uniquement pour ça, on va rajouter d'autres compléments alimentaires, un peu comme le gingembre ou bien d'autres plantes à des vertus aphrodisiaques pour que ces vins ne soient destinés qu'à ça. Mais à la base, c'est d'abord un apéritif. D'accord. Alors, restons sur le plan sanitaire. En dehors, on a parlé de vertus aphrodisiaques, mais sur le plan sanitaire, lorsque je consomme le vin Tomela, qu'est-ce que ça ajoute, quel effet ça ajoute sur ma santé? Ah, d'accord. Justement, il y a plusieurs produits, mais par exemple, le vin en soi, nous le donnons et nous le recommandons aux gens comme des apéritifs. C'est-à-dire, ça peut prendre avant le repas pour pouvoir vous donner la petite de manger. Ou même si on doit partir maintenant sur la spécificité de chaque vin, on a par exemple le vin de palme, qui d'ailleurs par un grand article a été baptisé comme les nectars des dieux. Le vin de palme, par exemple, il est conseillé aux femmes qui allaitent parce que ça les aide. Il est par exemple conseillé aux hommes aussi pour ses vertus aphrodisiaques et même pour le problème de vision. C'est-à-dire que le vin en soi n'est pas un complément alimentaire, le vin n'est pas un médicament, mais le vin c'est pour d'abord le déguster, c'est pour faire les tests. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Côté gustatif, là, je vais vous laisser vous-même témoigner parce que nous avons reçu plusieurs retours positifs de la part de nos clients et nos vins sont appréciés vraiment beaucoup plus par rapport à leur goût. D'accord. Alors, c'est quoi la particularité? C'est qui rend particulier votre vin? Puisque, comme je l'ai dit dans le préambule,
il y en a beaucoup, il y a beaucoup de vins, on en connaît beaucoup ici dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui rend votre vin aussi spécial que les autres? Oui, c'est vrai, il peut y avoir plusieurs vins sur le marché. Qui est consommé depuis la nuit des temps. Depuis le temps. Et même, pour ne pas parler que de vins importés, aujourd'hui, depuis que Tomela Wines a été créé, il y a aussi de gens qui commencent à s'élancer dans la production de vins à base de produits locaux. Mais il faut dire que notre particularité, il n'y a pas un vin qui met vraiment en valeur notre terroir, comme le vin Tomela. C'est-à-dire que vous partez de notre modèle de packaging de bouteille, que vous partez par nos identités graphiques, visuelles ou de communication, ou même au-delà avec les ressources que nous utilisons, les fruits par exemple comme le mil et sobé que vous connaissez, qui sont des prunes de savane qu'on ne peut retrouver que dans certaines contrées. C'est ça toute notre particularité. Et même dans la manière de délivrer notre offre, et même que ce soit je ne vais même pas parler du goût parce que là, on s'est vraiment très, très remarqué positivement. D'accord. Mais nous savons généralement que vin égale raisin. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui au grand public qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour les convaincre que ce que vous faites, c'est réellement du vin ou ce n'est pas autre chose, c'est vraiment du vin comme nous le savons, parce que, en tout cas, on le sait que le raisin, on en parle souvent comme ça. Oui, en effet. Je suis parti dans un concours pour entrepreneurs et j'ai dit que je faisais de vin. On m'a demandé si je le faisais à base de raisin. J'ai dit que je ne le faisais pas à base de raisin. Alors, ils m'ont dit d'aller revoir les définitions et d'amener la définition de ce que je faisais, de ne pas l'appeler vin. Parce que c'est ça en fait qui freine aussi la production. C'est un peu l'incapacité apprise. On a appris que le vin ne peut être obtenu que sur base de jus de raisin ou de mou de raisin. Et d'ailleurs, c'est le 17 mai 1999 que l'Office international de vin, lors du Conseil européen, a défini le vin comme une boisson qui est obtenue uniquement par la fermentation de jus ou de mou de raisin. Mais après, cette définition même établie par l'Office international de vin a été révisitée pour définir le vin comme tout produit obtenu par la fermentation de tout végétal. Et donc, quand on parle de végétal, on peut parler de feuilles d'avocatier, on peut parler de paca-paca, la carambole, on peut parler de mil et sobé. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans cette définition qui est déjà démodée, mais ça a été révolu depuis très longtemps. D'accord. Mais bon, vous avez parlé de paca-paca, mais vous savez aussi que d'une manière ou d'une autre, c'est un fruit qui peut être aussi nuisible pour la santé, vous le savez. Comment vous faites, par exemple, pour que cela ne soit pas aussi toxique, parce que ça contient aussi, c'est un peu toxique pour la santé. Oui, bien sûr. La carambole, d'ailleurs, il y a même des études qui ont été menées au Guatemala qui l'ont prouvé, mais c'est dans les procédés en fait, de production. C'est-à-dire, c'est comme les citrons. Même les citrons, il est nuisible aussi, il peut être toxique pour la santé, mais ça dépend de comment vous les consommez et de quelle quantité que vous prenez. Et nous, avec Tomela Wine, on est très, très rigoureux, pas seulement pour les paca-paca, mais dans toutes nos productions. On veut à ce que tous les processus soient respectés à la lettre. Et quand vous avez un processus établi qui est respecté, vous n'aurez pas à craindre les risques. C'est comme les médicaments qu'on injecte quand on est malade. Il y a des risques si vous avez une mauvaise piqûre ou qui a été administrée de manière non déontologique. Vous pouvez aussi courir les risques de mourir ou de tomber malade. Ok, ouais. Bon, puisque vous parlez de la procédure, on sait de manière classique que, par exemple, il faut passer par le vendage, il faut passer par le foulage et puis le présurage, la fermentation alcoolique qui dit au moins 10 jours ou plus. Il y a aussi la clarification, puis la maturation et puis la mise en bouteille. Est-ce que ces étapes sont respectées ou soit vous faites, puisque ce sont des fruits endémiques, il y a une autre procédure? Je crois que vous serez notre directeur de production. Oui, en effet, parce que vous avez de manière très détaillée, in concreto, décrit en fait tous les processus. En vrai, c'est la même procédure. C'est la même procédure parce que ce qui est le plus important dans la production de vin, c'est en fait la fermentation. Donc il y a par exemple des jus de fruits comme le paca-paca ou le feuille d'avocatier où on n'est pas obligé de passer par la macération, on peut passer par le pressage de jus directement. Mais tous ces processus-là sont respectés à la lettre pour qu'on arrive à obtenir notre produit final qui est le vin. Alors, vous le faites comment? Vous avez un laboratoire qui est certifié?
Oui, on a en fait un atelier. On a un atelier où on produit au niveau de la commune de Ngaliema. Et en part de ça, on a un bureau commercial au niveau de l'immeuble royal. Et on a nos plantations de palmiers au niveau de la commune de Mongafula. Qui moins ça, c'est Mongafula. Oui, exactement. Parce que si vous n'arrivez pas, aujourd'hui, ça fait pratiquement plus d'une année que le produit sont sur le marché, avec des retours. On a été même dans le concours de Bracogo, où on a reçu la visite qualité, contrôle qualité oui. de cette équipe-là, comme dans le concours Fonds de dotation Pierre Castel. Et justement, il faut que les processus, pas seulement soient certifiés, comme vous dites, mais soient maîtrisés. Parce que si les gens ne maîtrisent pas leur processus, aujourd'hui, ils peuvent produire d'une manière X et les lendemains produire d'une manière Y. Aussi. Et nous, de tous ces deux côtés, en tout cas, nous avons très bien contrôlé cela. Alors, lorsque vous parlez, ça me pousse à me demander, mais comment est-ce que vous avez commencé et puis vous êtes arrivé à ce niveau après moins de 3 ans, puisque vous dites qu'on a un atelier par-ci, nous avons un bureau par-là, et puis voilà. Est-ce que vous avez trouvé tous ces fonds? Vous avez été facilité ou comment? Bon, facilité dans la tête, parce que après, il fallait le rechercher. Donc, de notre commencement jusqu'à aujourd'hui, on a levé plus ou moins 50 000 $ de subventions dans des concours. C'est ce qui a permis tout ça aussi. Mais, donc vous avez présenté votre projet dans des salons, concours, oui, dans des concours, dans des salons, ou même dans des conférences, on parlait avec les gens. Parce que nos plus grands investisseurs, c'est vrai, d'autre côté, c'est aussi les clients, parce que vous pouvez avoir un produit, si les clients ne consomment pas, vous n'avez pas l'argent en retour. Mais c'est aussi la discipline dans l'utilisation de ces fonds. Donc il faut que l'entrepreneur comprenne réellement que l'argent de l'entreprise n'est pas du tout son propre argent. Donc, vous avez deux personnes. Vous avez la personne morale qui est l'entreprise et vous, la personne physique. Il doit fonctionner avec un capital. Donc voilà. Donc, il faut cette différenciation et cette discipline-là. C'est ça aussi qui a permis, entre autres, ce que vous appelez le succès en moins de 3 ans. D'accord. Alors, comme je l'ai dit à l'introduction, il y a une forte concurrence dans ce marché. Est-ce que à un certain niveau, vous ne vous sentez pas écrasé par d'autres géants qui ont déjà posé leurs valises ici depuis belle lurette? Est-ce que vous ne vous sentez pas écrasé quelquefois, puisque vous venez à peine d'arriver? Oui, si je dois aller sur l'exemple de valises, de géants, c'est des grosses valises que vous dites qui se sont installées depuis longtemps. Mais on est une petite valise qui est très rayonnante et très belle. Donc c'est ça qui fait que nous avons notre part de marché. En fait, le marché de vin aujourd'hui, il représente des milliards en termes de dollars. Vous voyez, quand on part sur la production mondiale et même sur la production locale, c'est sur les importations au niveau local, c'est plus de 237 millions. Et dans ces 237 millions, en fait, chaque acteur qui s'élance dans le marché a en fait une part à prendre. C'est-à-dire, vous avez vos consommateurs, vous avez votre cible. Et si vous arrivez à convaincre cette cible, c'est vrai que le marché est très grand, mais en tout cas, on peut affirmer que par rapport à notre cible, on arrive à avoir notre cible, à la convaincre et à avoir nos consommateurs. Donc nous avons dans ces marchés très grands où il y a des grosses valises et des petites, nous avons quand même notre part de marché. Ok. Comment vous avez fait pour convaincre vos consommateurs que ce que vous produisez est aussi bon pour la consommation, que c'est bon lorsqu'on goûte? Comment est-ce que vous avez pu convaincre, puisque vous savez que c'est difficile d'apporter aux Congolais un nouveau produit et qu'ils acceptent facilement? Vous dites que c'est déjà un succès en moins de 3 ans. Alors, comment est-ce que quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour convaincre les gens directement à vous consommer? Bon, ce qui est vrai, on ne les a pas convaincus directement parce que... c'était un processus. C'était tout un processus. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un de vin congolais, la première des choses qu'il veut voir avant de goûter, c'est de voir où vous produisez. C'est bien, c'est le droit de tout consommateur, mais c'est tellement absurde parce que il y a plusieurs produits importés que nous consommons ici. Donc nous ne savons même pas où on produit. On ne connaît peut-être même pas le siège. On ne peut peut-être même pas voir les fondateurs. Oui. Donc c'était tout un processus. Mais je crois que si on est arrivé là, c'est par rapport à la qualité du produit. Les produits a parlé plus que nous. Et ce qui nous a permis d'avoir cette clientèle aujourd'hui, c'est des recommandations. C'est-à-dire, quand vous-même vous consommez et que vous recommandez à quelqu'un d'autre, cette personne est apte et sera très prête pour consommer que si nous partons nous-mêmes vers elle.
Et donc, nos premiers clients ont été en même temps nos premiers ambassadeurs. C'est ce qui a permis à ce que nous puissions avoir cette part de marché. Ok. Alors, qu'est-ce que la RDC gagne lorsque vous produisez votre vin? Qu'est-ce qu'on gagne en termes, voilà, l'économie nationale gagne quoi lorsque vous existez, lorsque vous produisez vos vins? Voilà. Au-delà du capital sympathie et de la fierté de consommation Made in Congo, Tomela Wines est une entreprise qui est légalement enregistrée. C'est-à-dire, déjà, sur le point fiscal, c'est vrai qu'on n'aime pas trop la fiscalité. Pourquoi? À cause de la pression fiscale? Voilà, ben, il faut qu'on se le dise. Mais aussi au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, en moins de 3 ans, on a au moins 4 main-d'œuvre actives qui travaillent. Et le but d'ici 3 ans, c'est au moins de travailler avec plus de 130 personnes qui sont employées directes et aussi de former au moins 70 producteurs. Tout ça, c'est un grand impact économique et social au niveau national parce que ça permet, déjà aujourd'hui, on crée de l'emploi et les perspectives, c'est de créer encore beaucoup d'emplois et d'engager plus de main-d'œuvre. Donc ça, c'est une grande fierté pour aussi le pays. Votre secteur opérationnel, c'est simplement Kinshasa ou soit vous êtes aussi déployé au niveau national? Bon, aujourd'hui, on est sur Kinshasa. C'est d'abord Kinshasa qui est notre cœur de cible pour le moment. Mais on a quand même, il arrive d'avoir des commandes à Brazzaville qui traversent le beach ou bien qui partent en Belgique. Mais opérationnellement, on est vraiment beaucoup plus fonctionnel que sur Kinshasa. Ok. Bon, avant encore d'avancer, Tomela Wines, vous avez dit que c'est des produits locaux, si on peut le dire comme ça. Mais pourquoi dire wine? Ça sonne l'anglais. Quelqu'un d'autre dirait que vous êtes complexé. Pas du tout. Mais en fait, c'est pour donner cette nuance-là, parce que Tomela, c'est vrai, c'est un produit local, mais le but, c'est de s'étendre. Alors, Tomela, nous savons tous, en lingala veut dire buvons, c'est-à-dire, au niveau local, on va comprendre facilement. Mais il fallait ajouter la touche wines pour permettre, par exemple, à quelqu'un qui parle anglais ou quelqu'un qui parle français de comprendre que c'est une entreprise de vin. Vous voyez? Parce qu'on a fait Tomela Wines pour permettre justement les mélanges du lingala et de l'anglais. C'est-à-dire aujourd'hui l'anglais est la langue commercialement parlant qui est la plus réputée. Mais c'est pour ça qu'on a fait cette touche. C'est-à-dire quelqu'un qui est en Angleterre, qui a besoin de vins locaux, quand il tape Wine Made in DRC, il va tomber sur Tomela Wine. Vous voyez, c'est justement pour ça qu'on a fait cette nuance-là. Ok. Donc vous avez des cibles aussi sur le plan international, si on peut le dire. Oui, parce que notre but, c'est de devenir la plus grande industrie viticole congolaise. Okay. Donc vous êtes la seule pour l'instant. On l'a lu sur votre Twitter notamment, vous dites ça. Oui, bon. vous savez, les gens, ils peuvent être nombreux, mais nous sommes en tout cas jusque-là la seule, côté qualité produit de ce que nous délivrons. Et comment vous le savez? Nous en sommes fiers par les retours que nous avons de nos clients. Okay. Nous n'ignorons pas que d'autres personnes existent. Ok. Alors, vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous sentez l'accompagnement du gouvernement congolais pour booster ce secteur aussi vital pour l'économie nationale? Oui, ça semble une question politique. Oui, mais vous êtes dans le secteur. Oui, parce que nous sommes dans le secteur et même dans l'écosystème. C'est vrai, moi j'ai bénéficié de l'accompagnement. Donc j'ai été avec la Banque mondiale, j'ai été lauréat du PADA PME avec le concours de plan d'affaires, qui est un concours de la Banque mondiale, mais sponsorisé par le gouvernement congolais. Et j'ai été dans une foire à Durban, en Afrique du Sud, où j'ai été exposer le produit, où on a même eu des échanges vraiment B2B avec les Sud-Africains. Et c'était avec l'accompagnement du ministère du Commerce extérieur par le biais du ministère de la Jeunesse. Mais je trouve que de plus en plus, c'était quand même un secteur, on peut dire un écosystème qui était quasiment mort, quoi. Mais il y a quand même des mesures incitatives, petit à petit, par les gouvernements, qui permettent de booster l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça ne suffit pas et ce n'est pas du tout suffisant vu les défis et les challenges que nous avons sur l'écosystème. Mais comme on dit, mieux vaut un. Déjà qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, oui, que des hommes qui veulent aller au bureau, puisqu'on a compris qu'il faut entreprendre maintenant. Alors,
dites-nous rapidement, hein, de manière amassée, puisqu'on est, comme vous l'avez dit, un peu dans la politique. Comment cela vous fait lorsque vous voyez que notre économie continue à être extravertie? C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience, mais qu'on ne peut pas réussir seul. Vous voyez, moi, quand vous regardez comment les autres, peut-être qui n'ont pas des bacs, qui viennent de pays que je ne peux pas citer, mais qui arrivent ici et ils se font rapidement de l'argent, on se pose des questions. Donc, en vrai, quand je vois tout ça, c'est une prise de conscience, j'en appelle à une prise de conscience collective. Donc on a 80 millions, plus ou moins 80 millions d'hectares de terres arables, mais on importe 98% de nos denrées alimentaires, de ce que nous produisons. Alors qu'on a plus de 70 millions d'habitants à nourrir. Donc c'est tellement paradoxal, ça frustre à un moment, c'est challengeant, à un moment encore ça décourage pour dire que peut-être on ne peut pas réussir les paris. Mais je crois que si chacun, dans la mesure du possible, essaie de faire quelque chose et qu'on se mette ensemble, parce que ce qui est vrai, les Congolais n'aiment pas beaucoup travailler ensemble. Vous voyez, on veut être le PDG, on veut être les leaders, on veut être les boss, on veut tout faire seul. Or, il faut créer des synergies, il faut créer des coopérations, il faut créer des coopérations de distribution, des coopérations des producteurs pour permettre justement à notre économie d'être prise en main par nous-mêmes. Oui, bon, puis ça s'impose puisque on ne comprend pas qu'il y a quelques dizaines d'années, nous étions le deuxième pays au monde exportateur de l'huile de palme et qu'aujourd'hui, bon voilà, on se retrouve nulle part. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui pour, par exemple, rendre le secteur agricole incitatif pour les jeunes? Moi, je crois qu'il faut créer de cadres qui permettent à ce que c'est là. Par exemple, si on peut décider pour le start-up qui vient de commencer de faire des exonérations peut-être au niveau fiscal pour les Congolais, ou si on peut dire, OK, pour l'agriculture, on ne laisse que le marché aux Congolais. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi des gens qui produisent ici, qui font de l'agriculture à haute échelle, mais qui ne sont pas de Congolais. Donc, par exemple, en Éthiopie, il y a des secteurs qu'on a laissés aux nationaux pour leur permettre de prendre la main sur ces secteurs-là. Et ça ne peut venir que dans le gouvernement. Donc, si on dit, par exemple, on cible ces secteurs comme ça, où il y a beaucoup de consommateurs, et on décide de les laisser qu'aux nationaux, je crois que ça sera un boost avec des allègements pour permettre à ce que notre économie soit reprise par nous-mêmes. Ok, bon, revenons sur votre vin. Où est-ce qu'on peut en trouver facilement? Puisque si je me rends dans des supermarchés qui sont autour de moi, j'en trouve pas forcément. Est-ce que je dois forcément vous contacter d'abord pour en avoir? En fait, il y a des points de vente par-ci par-là. Bon, on a un point de vente. On peut nous retrouver au supermarché aliments de la RDC, qui est au croisement des avenues Bangala et Kassavubu. Et bientôt, nous serons au supermarché Mabelekop, qui est justement à l'immeuble Merge, au rond-point Willery. Oui, mais est-ce que dans un avenir proche, soit à court terme, on ne peut pas en retrouver partout, puisque si vous dites que c'est bon et que ça a des vertus sur le plan sanitaire, voilà, tout le monde voudra en consommer souvent. Est-ce que vous ne pensez pas mettre ça un peu partout pour qu'on en retrouve facilement? Si, bien sûr, parce que, comme je vous ai dit, le but c'est d'être la référence. Et pour être la référence, il faut être là où les gens vous attendent. Et donc, d'ici là, on va s'industrialiser et on sera dans tous les supermarchés. On sera vraiment très proche de nos consommateurs. D'accord. Alors, comment est-ce que vous voyez Tomela Wines dans 3 ans? Dans 3 ans? Oui. J'ai cherché les mots, je n'ai pas trouvé. C'est tellement grand que je n'ai pas trouvé. Mais Tomela Wines dans 3 ans, c'est une grande entreprise viticole congolaise de référence et avec un fort impact positif côté social et environnemental. Les défis à relever, c'est quoi? Puisque, comme on l'a dit, il y a d'autres grosses valises. Il faut que vous puissiez le devenir aussi. Oui, les défis à relever, c'est beaucoup plus des défis de l'industrie. C'est-à-dire de redonner une autre image du vin congolais. De redonner une autre image, à part seulement le vin congolais, le produit congolais. C'est ça les réels défis à relever. Et c'est un vrai challenge parce que pour arriver à relever cette image-là, il ne faut pas que vous soyez que produit congolais pour que les gens y consomment. Mais on doit sentir la différence côté qualité, on doit sentir la différence côté
emballage, on doit sentir la différence côté étiquetage. Donc tout ça, c'est des défis. Et pour arriver à atteindre ces niveaux-là, il faut vraiment bâtir la confiance sur les produits et les vins congolais. D'accord. Alors, racontez-nous un peu vos exploits. Vous avez été dans plusieurs conférences, vous avez été en dehors du pays, vous avez en tout cas participé dans plusieurs salons. Racontez-nous un peu comment c'est parti, comment est-ce qu'on est arrivé à vous faire confiance jusqu'à ce que vous vous retrouvez parmi d'autres entrepreneurs aussi, vous faites aussi le poids. C'est parti comment racontez-nous un peu. Ok, comment raconter des histoires? Il était une fois. Ok. Bon, je ne veux pas dire que je crois pas que je suis encore arrivé, que je suis encore petit, mais en train de, donc je suis encore petit dans l'écosystème, mais en train de bien grandir, si je peux le dire. Comment on est arrivé à se retrouver dans des salons en dehors du pays et tout, et comment bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. C'est de masterclass ou de salon auquel on participe ici, c'est la même chose pour lequel vous pouvez recevoir une invitation à l'étranger ou aller suivre une formation. Et tout ça, c'est beaucoup plus avec l'accompagnement des incubateurs et la mise en pratique de ce qu'on apprend. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je fais plus ou moins 4 ou 6 incubateurs. Vous voyez. Et dans ces incubateurs, on vous met en contact. On vous donne la disponibilité de l'information. Par exemple, on vous a vu, je crois, l'année passée à Ishango. Vous avez été là-bas aussi. Oui, donc je suis toujours... Aujourd'hui, notre bureau commercial se trouve même à Ishango, au boulevard du 30 juin. Et justement, c'est ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on apprend, par exemple à Ishango, Orange Corners, Kin Startup Academy, mais comment on arrive à appliquer? Et quand on arrive à appliquer, on arrive à chercher l'information. Donc, pour parler de salons en dehors du pays, c'est d'avoir l'information. Ça peut être des concours. Vous postulez, vous arrivez à vous distinguer et on vous invite ou on vous permet d'y participer. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à entrer dans, un peu comme vous dites, en dehors du pays, quoi. Ok, c'est quoi le moment qui vous a plus marqué dans toutes ces invitations, dans des conférences, des ateliers, soit des salons où vous êtes entré? C'est quoi le moment qui vous a plus marqué? Vous vous êtes dit, bon, finalement, ce que je fais, ce n'est pas n'importe quoi, je me retrouve quand même, je vaux quelque chose. C'est quoi ce moment où vous êtes vu vraiment, vous voyez que vous faites le poids? C'est quand je suis parti à Durban, en Afrique du Sud, en novembre dernier, et nous sommes arrivés à l'exposition. On n'avait pas assez de bouteilles. On avait 10 bouteilles. Et la première journée, les 10 bouteilles sont épuisées. Oh. Oui, alors qu'on avait 4 journées. Et comme j'avais moi-même ramené, parce que les 10 bouteilles sont parties ensuite, et j'avais ramené moi-même encore 5 autres bouteilles, on a gardé les 5 pour les 3 journées restantes pour les dégustations. Et ce qui m'a le plus marqué et m'a donné beaucoup plus confiance de continuer, c'est quand je disais aux Sud-Africains, par exemple, is the wine made in Congo? Je leur explique que ça vient du Congo. Et quand ils demandaient, par exemple, c'est fait à base de quoi? Quand je leur ai dit, par exemple, made by avocado leaves, ils n'en revenaient pas. Ils disent comment on peut faire du vin avec des feuilles d'avocatier. Donc eux, c'est extraordinaire. Et je me rappelle, il y a un Sud-Africain à la tête le raisin. Voilà. Et comme ça s'est vendu, là-bas on vendait à 300 rands, je me vois, il y a quelqu'un qui a payé à 500 rands. Parce que pour lui, c'était extraordinaire d'avoir ce vin. Il a même décidé à ce qu'on le filme, qu'on lui fasse une interview. Donc c'est ça qui a donné forfait. Entre-temps, pour le moment où chez nous-mêmes, il n'y a pas... les gens ont la méfiance, alors qu'ailleurs, quand les gens y voient, comme on dit, c'est merveilleux pour eux. Oui. Et ça a été vraiment une réelle motivation pour me dire que ce qu'on était en train de faire c'était quand même grand chose et qu'il fallait continuer à l'améliorer. Okay. Vous êtes si jeune, vous semblez prospérer dans ce que vous faites. Quel message vous pouvez lancer aujourd'hui aux jeunes Congolais qui veulent simplement, qui attendent le travail bureau, entre guillemets, au lieu par exemple de se lancer dans l'entrepreneuriat et se retrouver, puisqu'on a des terres arables? Oui. Donc, en fait, tout le monde, déjà le premier message, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Donc, on a les entrepreneurs et les intrapreneurs. Les intrapreneurs, c'est par exemple des gens qui travaillent aussi dans des bureaux, mais qui ils se challengent pour que là où ils travaillent, ils puissent arriver à donner du succès aux entreprises dans lesquelles ils travaillent. Donc aujourd'hui, par exemple, Tomela Wines ne serait pas Tomela Wines sans toutes les personnes qui travaillent pour Tomela Wines. Vous voyez? Donc, mais dans tout ça,
il y a la question de la confiance en soi et la question de ce qu'on veut réellement. Donc si par exemple on s'engage comme employé dans une entreprise, c'est-à-dire on veut que ce qu'on apporte puisse améliorer cette entreprise d'aller de l'avant. Et comme entrepreneur, donc comme employé, on doit mettre toutes ces potentialités en œuvre pour que l'entreprise évolue. Et de la même façon, si on est entrepreneur et qu'on décide de créer une entreprise qui répond à un réel besoin, c'est qu'on a aussi une motivation, c'est de répondre totalement à ces besoins-là. Et dans tous les cas, il faut qu'on le fasse vraiment avec dévouement. Mais on est sur un marché, comme je vous disais, où il y a plusieurs challenges, il y a plusieurs défis, et vraiment, la création d'emplois et la création d'entreprises est la première des options à prendre. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je les conseille déjà à se faire accompagner, ça s'appelle par des incubateurs, business coach. Oui, des business coachs, à se faire former et à très bien gérer leur comptabilité. Ok, bon, la question valait son pesant d'or parce que vous savez que c'est au moins 84% de jeunes qui sont dans le chômage. À travers, par exemple, l'esprit entrepreneurial, ils peuvent aussi générer des emplois comme vous le faites et puis, voilà, créer de l'émulation dans le secteur. Mais est-ce que vous, personnellement, vous encouragez aussi, comme certains autres économistes que j'ai interviewés, l'idée de mettre en place une banque d'investissement pour encourager des entrepreneurs à faible revenu, soit des startups pour qu'ils se lancent, parce que des banques classiques n'octroient pas facilement du crédit aux startups. Oui, il faut qu'il y ait des banques d'investissement et des préférences même des capitaux pour la majorité 100% congolais. Okay. Mais à part ça, il faut qu'il y ait, ça c'est en amont, mais en aval, il faut qu'il y ait en fait une formation de tous ceux qui vont bénéficier de ces crédits ou de ce prêt. Okay. Parce que c'est comme les lotos. Vous pouvez gagner au loto, aujourd'hui vous avez 10 000 $, mais après il y a des gens qui gagnent, ils auront 10 millions de francs et demain ils n'ont plus rien. C'est-à-dire si on n'apprend pas en amont aux gens à gérer leur argent et à comment l'utiliser pour que ça soit bénéfique pour l'entreprise, même si on crée des banques d'investissement et qu'on investissait pour les jeunes et qu'on investissait dans les 84% des chômeurs pour qu'ils créent de l'emploi, il n'y aura pas vraiment de progrès. Donc la banque c'est bien, mais la formation après aussi, c'est un excellent outil pour que ça soit utilisé efficacement. Oui, mais est-ce que ce problème ne peut pas d'abord être résolu au niveau du système éducatif de la RDC? Par exemple, inculquer déjà des notions d'entrepreneuriat, de la gestion de l'argent, par exemple, aux humanités, soit à l'université, puisque ce n'est pas tout le monde qui fait des études scientifiques, c'est pas tout le monde qui fait la littéraire qui finalement gagne sa vie à travers ce métier-là. Plus tard, peut-être on peut être appelé à devenir entrepreneur. Est-ce qu'on ne peut pas déjà insérer des cours d'entrepreneuriat, soit des gestions de l'argent au niveau des études? Oui, bien sûr. On doit insérer ça, je crois, à tous les niveaux. Au niveau des études, parce que c'est très important que les gens apprennent cette notion-là d'entrepreneuriat, les notions de gestion, les notions de management, mais aussi au niveau de la famille. Parce que c'est très important à la maison qu'on apprenne aux enfants aussi à bien utiliser leur fonds. Imaginez par exemple quelqu'un qui a en 7e ou en 6e primaire, ok, un enfant à qui on donne par exemple l'argent de poche. Mais il faut que les parents sachent comment l'enfant le dépense. Et qu'on les teste par exemple une semaine, au lieu de lui donner chaque jour, on lui donne l'argent pour toute la semaine, pour voir comment il va gérer. Donc il faut que ça soit et au niveau du système éducatif et au niveau même du système familial, en famille. Ok. Alors, que doit faire, la question revient encore, que doit faire l'État pour soutenir l'entrepreneuriat? Parce qu'apparemment, le besoin se fait de plus en plus sentir. J'ai eu à interviewer récemment dans un dossier que j'ai fait pour la rédaction, j'ai interviewé des jeunes qui montraient cette volonté-là, mais ils n'avaient pas de fonds, ils ne savaient pas par où commencer. Peut-être que l'apport de l'État congolais serait important. Que doit faire l'État selon vous pour justement booster ce secteur-là? L'État doit créer des cadres qui permettent aux entrepreneurs d'évoluer ou des cadres incitatifs pour que le jeune s'y lance. Donc concrètement, il faut par exemple créer de lois qui permettent aux startups d'être exonérées. Il faut par exemple créer des incubateurs qui appartiennent à l'État. Donc on a par exemple les cadres
de l'incubateur Ishango Startup Center, qui est le fruit d'un partenariat public-privé. Et il faut par exemple le mettre aussi dans ces genres d'incubateurs, dans d'autres provinces. Et ça permet aux gens de venir se former, de soutien en entrepreneuriat, de s'y lancer et d'être accompagnés. Ok. Alors, bon, on amorce l'atterrissage de cette émission. Dites-nous un peu, est-ce que votre vin, on en trouve aussi à un prix abordable? Oui. Bon, apparemment, le prix, vous ne communiquez pas ici, c'est ça? Bon, les gens ils peuvent nous contacter à travers nos réseaux sociaux, Tomela Wines, ou bien aller dans le point de distribution que j'ai cité pour retrouver les prix. Mais nos prix sont abordables. Nos prix sont abordables et nous arrivons même pour certains types de clients, par exemple ceux qui sont dans l'événementiel et qui veulent prendre beaucoup de produits, à faire de rabais de prix. Oui, donc lorsque je vais savourer, par exemple, le vin Tomela, donc je n'ai pas à me taper la tête, peut-être, est-ce que ça ne va pas me coûter voilà, les yeux de la tête ou ça te commande donc. Non, vous aurez au contraire envie d'ajouter une deuxième bouteille. Ok, alors voilà, nous sommes arrivés complètement à la fin de l'émission. Alors comment vous pouvez conclure cet entretien? Je vous remercie d'abord de m'avoir invité parce que c'est vous qui nous mettez en avant, c'est vous qui nous permettez de parler et de parler de nos produits. Alors comment je peux conclure? Moi je crois que ce qu'on est en train de faire avec Tomela Wine, c'est très prometteur et pour nos consommateurs et pour la patrie parce que comme je vous dis, c'est au-delà de la qualité de produit, c'est un réel impact économique et social. Et donc tous ceux qui nous entendent, et moi je les invite vraiment à consommer le vin Tomela et à en parler aussi autour d'eux. Ok, merci beaucoup Monsieur Jean-Paul d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission FM Économie qui a braqué ses projecteurs sur la consommation du vin Tomela Wines, donc l'entreprise. Merci à vous, on se retrouve lundi prochain pour un autre sujet économique. Merci.